Chapitre 22. Margot, fit la chambrière, passe-moi le fer à friser. Camille était assise devant son petit miroir. Passive, elle laissait les deux jeunes femmes de chambre la préparer. Louise porta le fer à deux doigts de sa joue pour en tester la chaleur, puis elle enroula dessus une boucle de Camille. Quelques instants plus tard, une superbe anglaise coulait le long du visage de la jeune fille. Margot s'approcha, un pot de blanc de céruse à la main. Pas trop, ordonna Louise, en connaisseuse. Son teint est déjà si clair. Un peu de rouge sur les joues, peut-être? Oui, approuva Margot. Elle est trop pâle. Et mettons-lui une mouche au coin des lèvres. Camille ne disait mot. Monsieur Ferrière venait d'arriver. Il attendait dans l'antichambre d'être reçu par la comtesse. Dans quelques minutes, on demandera à Camille de descendre afin de lui être présentée. Vous en avez de la chance, mademoiselle, fit Louise. Cet avocat est un bon parti. Bel homme, avec du bien, ne bougez pas. Une nouvelle anglaise brune encadra son visage et Louise, satisfaite, reposa le fer sur les braises du réchaud. Camille avait envie de courir se cacher dans son lit, de crier qu'elle était malade, de se réfugier dans la garde-robe en prétextant un mal de ventre, une colique qui l'obligerait à rester sur sa chaise percée. Non, il fallait faire face. Un nuage de poudre l'enveloppa de senteurs de roses et de lilas. « Laisse-la, souffla Margot. Il est bel homme, mais il a au moins 15 ans de plus qu'elle. Et après, plaisanta Louise. Ainsi, elle sera plus vite veuve, et ensuite elle pourra vivre comme elle l'entend. Vas-tu te taire la disputa Margot. Mais elle aussi se mit à rire. Camille serra nerveusement les poings. Louise reprenait déjà son fer pour de nouvelles frisettes. Une mouche de taffetas noir se retrouva collée, pleine d'impertinence, au coin de sa bouche triste. Puis Margot amena les rubans, hésitant entre bleu et rouge. Mais Camille s'en moquait. Bleu ou rouge. Margot prit les bleus, plus correct à son goût pour une première rencontre. Camille ferma les yeux. Le babillage des deux femmes lui donnait la nausée. La porte de sa chambre s'ouvrit. Basile venait la chercher. Louise et Margot se dépêchèrent, mettant une touche de parfum derrière son oreille, arrangeant un ruban, faisant bouffer ses jupes. Voilà, elle était prête. Monsieur Ferrière était effectivement bel homme. Brun, les traits fins, les cheveux longs, propres et frisés du jour. Il possédait de belles mains soignées. Son pourpoint noir, à boutons de jais, était de bonne coupe. Monsieur Ferrière ne manquait pas d'allure. La comtesse l'avait bien choisi. Il aurait paru comme un cadeau du ciel à n'importe quelle jeune fille en mal de mari. Mademoiselle, fit-il d'une voix douce, on m'a dit grand bien de vous. Camille, assise, les mains sagement croisées sur ses genoux, l'écoutait. Sans trop savoir pourquoi, ses yeux étaient fixés sur un délicat petit tableau ovale pendu au mur. N'était-il pas un rien de travers? Elle se reprit et regarda au sol. La comtesse les recevait dans un salon vert, si intime et si propice aux confidences. Le notaire, installé devant le secrétaire, rédigeait déjà le contrat de mariage. Mademoiselle, reprit Ferrière, je suis veuf. Ma tendre épouse me fut enlevée voilà quelques mois. Dieu ne voulut pas qu'elle se relève de ses couches. J'avoue que je la pleure encore. Sur les 5 enfants que nous avons eus, il m'en reste 2. Une petite fille de 9 ans qui pourrait être votre sœur et un bébé de 6 mois. C'est sa naissance qui causa la mort de sa mère. Il a un pied tout bistourné, mais il est très éveillé et très attachant. Je ne doute pas que vous l'aimerez. Camille ne trouva rien à répondre. La comtesse prit les choses en main. Bien sûr, monsieur Ferrière. Mademoiselle Adam aime les enfants. Elle saura éduquer les vôtres. Comme je vous l'ai expliqué, elle sait aussi tenir une maison. Puis, se tournant vers Camille, elle expliqua. Monsieur Ferrière possède près de 1000 livres de rente, ainsi qu'une maison avec 4 serviteurs. Vous n'aurez pas à vous user les mains en lessive ou en ravaudage. Vous tiendrez les comptes, ferez les courses et garderez les clés des réserves. De plus, vous aurez votre propre chambre et 100 livres par an pour vos besoins. N'importe quelle fille aurait sauté de joie. Mais Camille était bien loin de là. Exupère. Comment un prénom si laid pouvait-il la faire rêver? La comtesse poursuivit. Je donnerai à mademoiselle Adam 300 livres. Elle aura de ses parents un trousseau de 12 draps, 5 nappes, 6 aulnes de dentelle d'Alençon et une chaîne en or avec une croix. À cela, j'ajouterai une soupière en argent. Enfin, je lui ferai tailler 3 robes neuves, une d'été, une d'hiver et une pour les grandes occasions. Naturellement, tout cela sera noté sur le contrat. Camille leva les yeux. Monsieur Ferrière avait l'air doux et bon. Quel prénom pouvait-il avoir? Louis, Henri, Jean? Comment l'appellerait-elle le soir?
dans l'intimité. Nous pourrions signer le contrat dans un mois et procéder à la cérémonie religieuse la nuit suivante. » La comtesse eut un petit rire. « Vous savez qu'un mariage de nuit porte bonheur et éloigne le malin. » Monsieur Ferrières approuva d'un sourire triste. Puis, voyant que Camille ne bronchait pas, il lui dit comme pour la convaincre. « Mademoiselle, avec le temps, je ne doute pas que nous finissions par avoir quelques sentiments l'un pour l'autre. Vous pourriez donner des petits frères à mes enfants. » Seigneur Dieu, pensa-t-elle brusquement. Pourquoi avait-elle rencontré Exupère? Tout aurait été si simple s'il n'avait pas existé. Exupère, Exupère, Exupère. Camille se leva tout à coup et, à la surprise générale, elle déclara d'une voix tourmentée. « Je ne peux, monsieur. Croyez bien que j'aurais aimé vous dire oui, mais je ne peux. » Ferrières s'était levée pour lui faire face, tenant son chapeau noir à deux mains. La comtesse, ébahie, en avait fait autant. Même le notaire en gardait sa plume en l'air et la bouche ouverte. Camille, les yeux pleins de larmes, se tourna vers madame de Lafayette. « Je vous demande bien pardon, madame, du tort que je vous fais. Vous avez été si bonne pour moi. Permettez que je me retire. » Elle n'attendit pas la réponse et sortit en courant. Elle traversa en soulevant ses jupes le salon rouge, puis la galerie, et enfin l'antichambre. Elle bouscula Basile et se jeta dans l'escalier en pleurs. Louise et Margot étaient toujours à l'entresol, devant l'entrée de sa chambre. Camille n'avait nulle envie de s'expliquer. Elle se précipita vers la porte d'entrée, l'ouvrit avant que le valet qui la gardait ne le fasse pour elle, et sortit. Seigneur Dieu, voilà Exupère qui arrivait. Camille obliqua vers le jardin. Le salon de verdure de madame de Lafayette s'ouvrait devant elle, elle s'y réfugia. C'était là que la comtesse recevait l'été. 4 murs de buis taillés, des bancs de pierre autour d'une petite fontaine. Les premiers iris pointaient leurs pétales bleus et violets sur l'herbe verte, et les oiseaux chantaient à tue-tête. Elle n'eut pas le temps de se jeter sur un banc. Exupère la saisit par le bras. Elle se retourna pour lui faire face courageusement. « Camille, fit-il d'un ton inquiet. Je lui ai dit non, avoua-t-elle. Je ne pouvais pas. Les larmes coulaient sans retenue sur son visage et Exupère en avait mal de la voir si torturée. Je vais rentrer chez mes parents, continua-t-elle. Je ne peux rester ici. Madame la comtesse s'est engagée pour moi. Elle ne me pardonnera pas une telle offense. Il vaut mieux que je parte. Exupère lui prit les mains, les serrant entre les siennes. Camille, je ne possède rien, mais si j'arrête cette tueuse, j'aurai 1000 livres. Camille, j'y ai pensé toute la nuit. Elle se jeta dans ses bras, le visage dans son cou. Il n'est pas question que vous risquiez votre vie pour moi, dit-elle en sanglotant. Il resserra ses bras autour d'elle, tentant de l'apaiser. Eh bien, fit une voix dans leur dos. La gentille brunette et mon Cerbère ensemble. Camille et Exupère se séparèrent aussitôt, mais madame de Sévigné se mit à rire. Allez, ne faites point de façon pour moi. Je n'en dirai rien à personne. Venez donc vous asseoir et contez-moi vos dragons. Tenez, fillette, ajouta-t-elle en sortant son mouchoir. Votre nez est tout rouge et cela jure avec vos jolis rubans bleus. Camille se moucha, mais la marquise avait compris. Alors, ce Ferrières n'est pas à votre goût? La jeune fille piqua du nez en reniflant, sentant poindre les reproches. Je vous comprends, fit pourtant madame de Sévigné en lui tapotant la main. Je suis passée par là. On m'a mariée à un monsieur qui avait un nom, mais point de fortune. J'étais quant à moi la plus riche héritière du Marais. Il ne me fallut guère de temps pour comprendre que je n'étais pour lui qu'une bourse bien remplie capable de payer ses dettes. Il est mort bêtement en défendant l'honneur d'une de ses maîtresses, la belle Lolo. Devant le regard étonné d'Exupère, la marquise expliqua en faisant la moue. Je vous jure qu'on l'appelait ainsi. Mon mari me trompait avec la belle Lolo. Imaginez les rires de mon entourage. Quand il est mort, j'avais 25 ans et 2 beaux enfants. Je ne me suis jamais remariée et je m'en porte très bien. Bien sûr, madame, répondit Camille. Mais moi, je n'ai ni nom ni fortune. Je suis une charge pour mes parents et je viens d'offenser gravement madame la comtesse par mon refus. Ce monsieur Ferrières est pourtant un brave homme, je le reconnais. En plus, il est honnête. Il m'a avoué aimer toujours sa défunte femme et ne veut une épouse que parce que ses enfants sont privés de mère. Mais je ne peux, madame, je ne peux. Eh bien d'accord, fit madame de Sévigné en riant de nouveau. Vous ne pouvez. Allons, gentille brunette, nous n'allons pas en faire une chanson, je vais plaider votre cause. La comtesse comprendra. Elle vit séparée de son mari depuis tant d'années qu'elle ne peut que comprendre. Camille parut rassurée.
Maintenant, parlons de notre Cerbère, poursuivit la marquise. À vous voir tous les deux, j'imagine qu'avec lui vous pourriez, mais que cela ne se peut. C'est bien cela? Vous avez raison, soupira Exupère. Je n'ai aucun bien, la famille de Camille ne voudra pas de moi. Et puis, je n'ai pas de travail. Celui que vous me fournissez se termine, madame, j'étais venue vous l'annoncer. Monsieur, votre fils ne risque plus rien. D'abord, il ne sort plus guère, et ensuite, nous sommes sur le point d'arrêter notre bande de tueurs. Madame de Sévigné leva les bras au ciel. Grâce à Dieu, cette horreur se termine, fit-elle. C'est vrai que, du coup, votre surveillance tombe à l'eau, d'autant que mon guidon part avec moi en Bretagne. Enfin, si le roi y consent. Vous savez que notre roi est toujours entre deux guerres. Le régiment de mon fils se trouve en Lorraine et on parle d'une nouvelle campagne. Sa bonne humeur tomba d'un coup. Son fils chéri risquait une fois de plus d'être en danger. Elle soupira et reprit pour Exupère. Vous trouvez un travail ne devrait pas être un problème. Vous pourriez sans peine être secrétaire ou intendant dans une bonne maison. Je vais en parler autour de moi. Elle se leva et poursuivit. Maintenant, jeune homme, filez vite. Je dois m'occuper de notre gentille brunette et je le ferai bien mieux si la comtesse ne vous voit pas ensemble.